Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'artivisme, un art sans limite. À la croisée de l'art et de l'activisme, le mot est revenu dans l'actualité récemment. Et pour cause, habitué des coups d'éclat et autres performances, l'artiste russe Piotr Pawlenski a inscrit son action de diffusion de vidéos intimes du candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, depuis démissionnaire, dans un registre artistique et politique. Pour en parler, notre invité, l'historien et critique d'art Paul Ardenne, auteur précédemment de Extrême esthétique, de la limite dépassée chez Flammarion, de Heureux les créateurs ou encore de Un art écologique aux éditions du Bord de l'Aube. Dans la foulée de cette réflexion, le voilà commissaire d'ailleurs de l'exposition Courant Vert créée pour l'environnement, une exposition à voir prochainement à l'espace Fondation EDF à Paris et ce jusqu'à la mi-juillet. Vous êtes par ailleurs Paul Ardenne, membre du comité de rédaction de la revue Inter. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Revenge porn politique, la mise en ligne de cette vidéo intime de Benjamin Griveaux et de ses échanges de messages, une action, certes, politique peut-être, mais est-ce que vous y voyez, vous, critique d'art, historien de l'art, une dimension, voire une valeur artistique ? Alors c'est toute la question, c'est difficile à dire. Et ça me dépasse très largement, puisque ça renvoie à un problème qui est la définition même de l'œuvre d'art. Bon, on ne va pas faire un cours sur ces questions, mais il est clair que depuis une bonne centaine d'années, on ne sait plus au fond très exactement ce qu'est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait dire une œuvre d'art est qualifiée par le savoir-faire de quelqu'un, une certaine compétence ou une certaine capacité à saisir l'esprit du temps et d'en donner une représentation. Depuis, on va dire, pour simplifier, Marcel Duchamp et ses ready-made, c'est-à-dire ces objets tout faits que vous achetez dans le commerce et que vous pouvez décréter objet d'art, à partir de là, au fond, définir l'œuvre d'art, c'est difficile. Ajouter à ça une couche de dadaïsme, une bonne couche de gens qui disent l'art et la vie, au fond, c'est la même chose, indifféremment. Et à ce moment-là, tout peut être de l'art. Quand la Montaigne, par exemple, dans les années 1960, tire une chasse d'eau, la fait écouter et dit voilà, c'est l'équivalent d'une symphonie, eh bien, que voulez-vous que je vous dise ? Sinon que cela me dépasse, bien évidemment. Donc, si l'artiste Piotr Pawlenski, en l'occurrence, décide que cette action relève de l'art et qu'elle s'inscrit dans sa démarche d'artiste, au fond, quoi que j'en pense par ailleurs, je ne peux qu'aller dans son sens, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est l'artiste qui définit ce qu'est l'œuvre d'art, que ça nous plaise ou non. Après, on peut toujours s'interroger sur est-ce que cette œuvre d'art ou cet acte artistique est moral ou pas ? Est-ce qu'il est aussi politique ou pas ? On peut tenter d'en cerner les contours. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est la question de savoir qui décide de la nature, en fait, de l'œuvre ou de l'acte. Est-ce que c'est le regardeur ou est-ce que c'est l'artiste ? En l'occurrence, c'est l'artiste ici, puisqu'il a positionné ce travail, entre guillemets, cette action, comme relevant de l'art, donc de sa carrière d'artiste, qu'il a commencé il y a déjà une quinzaine d'années donc en Russie. Et de ce point de vue-là, nous pouvons penser ce que nous voulons. Moi, je sais qu'en m'entretenant de cette question spécifiquement sur cette œuvre-là de Pawlenski, par rapport notamment à d'autres qu'il avait fait auparavant, qui relevaient du registre de ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire des actions où quelqu'un engage son propre corps pour signifier et dire quelque chose. Beaucoup de gens, finalement, sont dubitatifs et ils expriment le sentiment que ce n'est pas une œuvre. Ce n'est pas une œuvre d'art, et que cette appellation est abusive. Chacun forme son opinion, si vous voulez. Le fait que quelqu'un qui se dit artiste décrète que ce qu'il fait est de l'art, c'est très bien. Maintenant, il y a le champ qu'on appelle celui au-delà de la création, il y a le champ de la réception. Si les gens qui reçoivent cette œuvre-là disent au fond, ça ne nous intéresse pas, on ne mettrait pas ça dans un musée, par exemple, on ne le collectionnerait pas, quelle que soit la forme que ça prend, eh bien, ma foi, nous devons faire avec. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'on parle de Pawlenski ici. La première chose, c'est il n'y a pas de vérité en art. On a donné beaucoup d'importance à cette action. Donc, je pense que c'est dommage. Je regrette, alors ça ne vous concerne pas, mais que les médias, très souvent, ne s'intéressent à l'art contemporain que quand ils, d'une certaine manière, adoptent des formes aussi spectaculaires que celle-ci, aussi choquantes peut-être pour certains, et aussi efficaces et efficientes d'une certaine façon, puisque le but recherché ici,
qui était de frapper au cœur peut-être la Macronie ou frapper au cœur l'État, on va dire, a été atteint. Bon, même si on pourrait dire c'est un bien petit coup qui a été frappé d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. C'est dommage qu'on s'intéresse vraiment à l'art contemporain uniquement dans ces cas-là. Si vous voulez, je prends un autre cas qui est emblématique, le cas de Banksy, par exemple. Dès qu'il fait n'importe quoi pour la Saint-Valentin, il nous fait une petite image sur un mur comme ça, et le monde entier est en émoi, alors que personne ne regarde la qualité de l'œuvre, qui est absolument mineure par ailleurs. Vous voyez, si on l'intègre dans l'histoire de l'art. Ça, c'est la première donnée. Puis la deuxième donnée, c'est cette question on pourrait dire de l'exagération, au fond, l'amplification qui accompagne cette réalisation, qui, à mon avis, n'est pas à la mesure de ce qu'est cette œuvre, si c'en est une, et en aucun cas n'autorise à lui donner, en quelque sorte, une telle importance. Mais c'est les conséquences de cette action ou prestation qui ont aussi engendré un tel écho médiatique. Oui, plus que la nature de l'action, c'est vrai, mais elle-même, même si vous disiez c'était un coup, c'est quand même aussi un coup bas. Oui, c'est un coup très bas, même. En dessous de la ceinture, voilà, qui interroge aussi peut-être dans la nature de ce qui est fait ici. Lui dit chercher un art qui parle directement ou qui parle du mécanisme du pouvoir, qui le rende visible à la société, décrète donc que son action est artistique et politique. On va revenir sur ses précédentes actions en Russie pour comprendre dans quel champ il s'inscrit, et puis après au-delà, puisque vous nous dites qu'on ne parle pas en effet d'œuvres moins spectaculaires. Vous travaillez, défendez aussi beaucoup aujourd'hui ces éco-artistes qui... Pas seulement. Mais on va pouvoir peut-être parler de ça avec vous, je l'espère, et aller au-delà. Piotr Pawlenski. Pendant que je réfléchissais, une idée m'est venue. Que se passerait-il si je venais à bout de cette logique du gouvernement qui a pour désir, comme tout pouvoir politique, de museler tout le monde? J'ai alors eu cette idée. Si je me coule la bouche, je ne pourrai plus parler et je mettrai le gouvernement dans un cul-de-sac. C'est quand j'ai accompli cette action que j'ai compris que c'était de l'art. Voilà, auto-sanctification, remise en jeu de la dimension politique fortement érodée de l'art performant, c'est-à-dire un art muséifié et financiarisé. Voilà ce que disait de ses actions précédentes l'une de vos consoeurs, Isabelle Barberis. Il a d'abord, Piotr Pawlenski, beaucoup agi en Russie avant d'obtenir un statut de réfugié, l'asile politique en France. Quel regard vous portez sur ces précédentes actions ? Alors moi, je m'étais intéressé à ces précédentes actions parce qu'elles s'inscrivent dans un courant qui est celui de l'art-action, c'est-à-dire la performance, notamment la performance en espace public, qui est une pratique ancienne, qui a un siècle déjà, avec les dadaïstes dont on parlait tout à l'heure, mais peut-être qui vient de beaucoup plus loin. La question, c'est l'origine de la performance. Vous savez, on dit toujours, c'est né dans les années 50, 60 aux États-Unis avec le Black Mountain College, ou dans les années 1950 avec le groupe d'avant-garde japonais Gutai, ou avec les festivals de la libre expression de Jean-Jacques Lebel à Paris dans les années 1960 aussi. En fait, non, il faut regarder beaucoup plus loin. Certains pensent que, et dont je fais partie, que la performance vient du fond des temps. C'est peut-être même une des premières formes d'art dans l'histoire, c'est-à-dire comment quelqu'un va ritualiser à un moment donné, en utilisant son propre corps, en dansant, ou dans une transe, ou en s'exprimant, quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport problématique au monde, qui demande une sorte d'éclairage, pour reprendre un terme de Pawlenski. Alors, les œuvres précédentes, oui, je les trouve pertinentes. Ça m'avait intéressé, non pas dans une perspective qui est celle de l'extrême sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire le fait, caractéristique de beaucoup d'artistes, qui consiste à en remettre une couche tout le temps, justement pour activer le principe de la curiosité médiatique. Les médias recherchent le scoop, elles cherchent ce qui fait vendre, de l'audience, du papier, etc. Donc c'est sûr que vous aurez plus de succès qu'un artiste comme ça, si c'est votre but, qu'avec quelqu'un qui, je sais pas, peint des vaches dans un pré, par exemple. Vous voyez, il y a, même si cette vision des vaches dans un pré est peut-être au fond plus intéressante et problématique aujourd'hui. Oui, même si le but recherché n'est peut-être pas le même. N'est pas le même. Donc ça m'avait intéressé dans ce cadre-là. Et je dois dire que ces actions, qui étaient des actions
toute violente, on va le dire, frontale, contre l'État russe, l'État poutinien, hein, puisque Vladimir Poutine incarne depuis près de 20 ans maintenant cet État post-soviétique en Russie. Ces actions étaient cohérentes, elles étaient pertinentes. De quoi s'agissait-il? Par exemple, manifester violemment contre les conditions de détention dans les hôpitaux psychiatriques, donc se couper une oreille pour ce faire, également manifester contre la liberté d'expression au moment où les Pussy Riots, par exemple, pour avoir critiqué l'Église orthodoxe, avoir fait une sorte de performance-action. C'est cette action d'ailleurs qui commentait où il s'était cousu les lèvres en 2012. Le payer extrêmement cher, comme vous le savez, de plusieurs années de prison, se coudre la bouche, il se coud la bouche, par exemple, ou encore pour signifier son désaccord avec la violence, on pourrait dire, de l'État poutinien, le fait de se... En fait, il parlait surtout des prisonniers russes, hein, se clouer comme ça les testicules sur la place rouge, hein, avec une œuvre qui s'appelle Fixation et qui évoque notamment une pratique dans les prisons russes, hein, justement, où les prisonniers, au fond, se fixent comme ça le corps d'une manière telle que l'autorité elle-même ne sait plus quoi faire, comment intervenir. Bon, voilà. Donc ces actions étaient intéressantes. Mais pourquoi? Parce que vous avez affaire ici à un artiste qui travaille, qui œuvre contre un système très oppressif, incontestablement. Bon, je ne juge pas la Russie poutinienne, mais bon, disons que si l'on en croit Piotr Pawlenski, ce pouvoir est insupportable, cet État est autoritaire, il n'accepte au fond de citoyens que quand ceux-ci sont muselés, quand ils se taisent, etc., quand ils sont dociles, etc., etc. Bon, c'est bien ça. C'est un artiste qui œuvre contre l'État, hein, contre l'État oppressif. Bon, dans ce cadre-là, ces œuvres-là se justifient. Pourquoi? Parce que vous avez un État qui est une sorte d'héritier de l'État, on va dire, hobbesien, le Léviathan, c'est-à-dire un État, au fond, qui est là pour vous écraser en tant que personne, hein, pour, d'une certaine manière, vous obliger à sans cesse obéir, donc vous conformer à toutes les demandes de cet État, sans vous donner aucune marge de manœuvre de liberté. Donc, à la violence de l'État répond la violence de l'œuvre d'art. Vous voyez, il y a une sorte d'effet de symétrie qui est assez pertinent. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un adversaire qui ne réagit pas, qui est autiste, au fond, vous pouvez faire n'importe quelle pétition, n'importe quelle œuvre d'art, disons, plus conventionnelle, sans que ça ne produise aucun effet d'amélioration d'une situation. Que faites-vous? Eh bien, vous passez, on pourrait dire, à un stade beaucoup plus violent. Et les actions de Pawlenski s'accordent très légitimement, on pourrait dire ici, avec ce qu'est, en tout cas, sa perception de l'État russe comme un État autoritaire. Le problème, c'est que si maintenant nous déplaçons ici, chez nous, bon, on va dire du moins dans nos vieilles démocraties libérales, où le rapport à l'État n'est plus du tout le même. On n'a plus du tout un rapport à l'État qui est une sorte de rapport d'opposition frontale. Pourquoi? Parce que le cheminement de la liberté individuelle depuis les Lumières, l'affirmation de la possibilité de la contestation légitime, l'acquisition de droits politiques, de droits sociaux, ont abouti finalement à modifier la nature de l'État. Vous savez, l'État, au Moyen-Âge, dans les représentations, ou à la Renaissance, il était souvent personnifié par le haut d'un personnage qui était la tête. Et tout le reste, c'était nous, au fond, c'était les gens qui devions obéir à cette tête. Or, on voit assez nettement que dans les démocraties libérales, l'État n'est plus un Léviathan, il n'est plus oppressif comme il était autrefois. Bien sûr, il y a une violence policière, on le voit en ce moment, il y a une violence économique, hein, pour reprendre des termes qui avaient été employés à une certaine époque, c'est incontestable. Mais cet État nous éduque, cet État nous soigne, cet État nous protège, cet État aide nos vieillards, cet État aide nos malades aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et nous sommes dans une relation avec, disons, l'incarnation de l'État, qui n'est plus du tout une relation, on pourrait dire, totalement oppositionnelle, parce que nous aurions affaire à une puissance absolument, on pourrait dire, opposée à tout ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle je distingue vraiment l'œuvre. Alors, donc, porno politique, elle s'appelle comme ça. Au début, moi, j'ai vu afficher en mois de décembre, où elle était déjà dans les tuyaux, suite à une présentation de son travail que Pawlenski avait fait, je crois, à l'amphithéâtre de Polytechnique. Donc, le 5 et le 19 décembre, enfin, la faculté de droit, je crois, le 19 décembre, ça s'appelait Revenge Porn Politique. Bon, et c'est devenu porno politique. Hein, c'est le nom, on va dire, de l'œuvre, entre guillemets. Je considère, mais ce n'est que mon point de vue, que cette œuvre est très différente. Parce qu'au fond, elle attaque l'État, mais pour attaquer l'État, elle attaque le citoyen.
si vous voulez. Et pour moi, elle ne fait pas la part des choses, justement, dans nos démocraties, relativement à ce que les citoyens ont acquis par rapport à l'État. Et en particulier, le droit d'avoir une vie privée. Le droit d'avoir une vie privée protégée, y compris par l'État lui-même. Puisque l'État, nous avons exigé qu'il protège nos vies privées. Au XIXe siècle, l'adultère est un délit. Il n'en est plus un aujourd'hui. Les affaires d'adultère sont graves, évidemment, mais elles se règlent aujourd'hui au niveau familial et non pas au niveau civil. Elles ne concernent pas d'abord la société, elles concernent d'abord les familles. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ce sens-là, pour moi, il y a une sorte d'erreur, je pense, à la fois tactique, c'est évident, c'est une œuvre qui a été extrêmement mal perçue. Il y a une erreur tactique dans cette œuvre, et puis il y a aussi une erreur d'analyse. Il y a un défaut analytique, si vous voulez, de considérer que l'État, au fond français, est comparable on pourrait dire, à ce qu'est un État autoritaire. Et que finalement, l'individu chez nous n'a aucun droit. C'est faux. Nous faisons l'honneur peut-être de nos sociétés ouvertes, que tout le monde critique. Aujourd'hui, on critique toujours la démocratie selon un modèle de crise. Vous savez que c'est le modèle essentiel. On ne peut pas parler de la démocratie en parlant d'autre chose que d'une crise. Moi, je dis, oui, peut-être, mais on peut aussi parler de la démocratie comme quelque chose qui est une sorte de triomphe jusqu'à nouvel ordre. Et le triomphe de quoi ? Le triomphe de la cohabitation du public et du privé. Le triomphe justement du divisé et de l'indivisé. L'indivisé, c'est le social, et le divisé, c'est le sujet que nous sommes, que nous avons le droit d'avoir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, mais on va même avancer encore un peu, parce qu'à vous entendre, c'est intéressant. Là, le contexte n'est pas indifférent. Certaines actions ont un sens en Russie, comme celle des Pussy Riot, celle du collectif Voïna, ou encore d'autres actions précédentes de Piotr Pawlenski. Mais on ne peut même pas dire que parce que c'était contre Poutine, on ne va pas pouvoir vous taxer d'être anti-Poutine. Donc tant que ça critique Poutine, ça marche. Je ne suis pas là pour juger quiconque. D'autant plus, et c'est là où essayons d'analyser, si vous voulez, ça qui est important. Je tente de voler à votre secours, même si vous n'en avez pas du tout besoin, Paul Arden. Non, on va parler de la précédente action de Piotr Pawlenski ici en France, Éclairage, que vous avez cité. C'était en octobre 2017. Ça lui a valu de la prison. Il avait mis le feu à la façade d'une succursale de la Banque de France dans le quartier Bastille. Et il s'était campé, lui, en noir devant la porte pendant que le bâtiment brûlait. La police est venue le chercher. Voilà, vous avez fait partie, vous, à ce moment-là, d'un comité de soutien à cet artiste. Vous allez nous dire ce que vous souteniez ici, si c'était l'artiste ou son geste. Mais dans une vidéo, vous vous en expliquiez à ce moment-là, en 2018, vous parliez de ce qui vous semblait intéressant dans cette œuvre et dans ce geste. Et vous le disiez, je le vois, lui, à ce moment-là, Piotr Pawlenski, comme un nouveau prince Mychkine, l'idiot de Dostoïevski, qui revient dans une époque où il n'y a plus de morale pour voir ce que pourrait être l'harmonie humaine. Oui, en effet. Alors, en estimant que le noyau de son œuvre, c'était pas la contestation, c'était la communication. Oui, c'était la communication. C'est effectivement un art dit de dénonciation, cela existe. Et là, il faut bien distinguer un art, disons, de performance où le corps est en action, ce qui est aussi le cas de cette œuvre-là, dont on va parler, et un art où le corps n'est pas forcément en action, mais où l'artiste, ou quiconque d'ailleurs, comme Julian Assange par exemple, qu'on retrouve dans cette histoire à travers le personnage de l'avocat Juan Branco, qui a défendu Assange, les leaks, les fuites, c'est-à-dire quelqu'un qui dénonce des éléments. Donc il ne faut pas confondre, enfin en tout cas assimiler un art de performance et un art de dénonciation. Beaucoup d'artistes, depuis très longtemps, depuis la modernité, essentiellement surtout le début du XXe siècle, avec notamment l'irruption de l'art communiste, par exemple en Russie soviétique, à partir de 1917-1918, sont des artistes qui dénoncent. Ils dénoncent, donc voilà. Généralement, jamais en attaquant des données privées. Ça, c'est bien la règle. Au fond, tacite, on parle toujours de problèmes. Par exemple, Hans Sacke, dans les années 1980, va dénoncer les liens entre le monde de l'art, les financements du monde de l'art, les galeries, le marché, et par exemple des entreprises, des grandes entreprises qui travaillent en Afrique du Sud, par exemple, dans le régime de l'apartheid. Voilà, par exemple, ce qu'on pourrait appeler un art politique. Alors, il le dénonce sous forme de photos, sous forme de tableaux, sous forme d'installations, etc. Bon. Alors, d'abord, pourquoi la défense de Pawlenski ? C'est une initiative qui a été prise par plusieurs personnes, donc non pas pour défendre Pawlenski en tant qu'artiste, ce qu'il fait, parce qu'il n'en a pas besoin, c'est quelqu'un qui théorise son travail, il voit très clairement ce qu'il fait, mais parce que, pour la première fois en France, en tout cas depuis très longtemps, à ma connaissance, on avait un artiste qui allait en prison, qui s'est retrouvé en prison, pour une action, au fond, qui n'avait eu aucune conséquence matérielle.
une légère mise à feu avec un peu d'essence des deux côtés, des deux flancs de fenêtres donc d'une succursale de la Banque de France donc située près de la Bastille. Ça dure très peu de temps, quelques secondes. Aucune conséquence. Il est entre 4 et 5 heures du matin, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ça n'a blessé personne, ça n'a rien brûlé du tout. Le bâtiment, de toute façon, n'aurait pas pu prendre feu. Ce n'était pas prévu pour ça. Or, l'artiste est arrêté. Il est immédiatement emprisonné et il va rester donc à peu près une année en prison et être condamné à plusieurs années de prison ferme. Alors, ce qui m'avait surpris avec beaucoup d'autres personnes, je n'étais pas seul dans cette affaire, c'est comment, dans un pays comme la France, où généralement nos intellectuels, nos grands représentants de la culture sont toujours prompts à dénoncer les cas de censure ou la violence exercée contre des créateurs, tout d'un coup, on a un blackout total. Et on l'a même sondé avec les gens de ce comité de soutien, puisqu'on a sollicité l'institution artistique. C'est-à-dire, on a demandé des signatures, on a demandé des soutiens, et on n'en a eu aucun. Pourquoi cette gêne pour ça, vous ? c'est pas à moi de vous le dire. Je peux même pas vous dire, on a eu un soutien, on n'en a eu aucun. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de blackout problématique parce que dans le même temps... Soit l'action n'a pas atteint son but, on repose la question de la réception, personne ne l'a comprise. Puisque l'artiste a été arrêté. Soit il y a une gêne, quelque part. Oui, il y a une gêne. Alors, il faut demander aux gens qui ne se sont pas associés à ça, alors même qu'ils s'associent en général très rapidement à la moindre censure ou au moindre problème que peut avoir un artiste. Je me souviens qu'à la même époque, il y avait un cinéaste iranien qui avait les plus grands problèmes. Et je me souviens que notre ministre, à l'époque de la Culture, Madame Nyssen, s'était fendue d'une contestation de cet acte arbitraire d'arrestation d'un cinéaste, et qu'elle avait employé un mot d'ailleurs intéressant. Elle avait dit « il faut défendre les artistes parce qu'ils nous donnent un éclairage sur le monde ». Et éclairage, c'est le type même de l'œuvre de Pawlenski. Bon, il faut demander aux institutionnels pourquoi ce refus. Peut-être pourquoi cette lâcheté, point d'interrogation, je ne dis pas qu'il y a de la lâcheté, mais pourquoi en tout cas, dans ce cas-là, il n'y a pas de réplique. Alors, je reviens à la question de la communication, et vous avez raison, c'est une œuvre qui est plus intéressante en fait, parce qu'elle met en avant d'une stratégie de communication par son contenu. Le contenu, voilà, un artiste qui fait une mise à feu quelque part d'un lieu qui lui paraît emblématique de ce que serait devenu la France. Dans le cas de la Bastille, si vous voulez, on est près de la Bastille, symbole évidemment de la Révolution française. Donc, et qu'est-ce qu'on voit ? La Banque de France, c'est-à-dire la France devenue un pays financiarisé, vendu aux puissances du capital. Bon, voilà, l'éclairage est mis là-dessus, l'éclairage critique. Alors, c'est un peu faible, excusez-moi, parce que il me semble quand même que depuis les années, on va dire 1950, toute l'évolution du monde économique, y compris d'ailleurs dans les pays non capitalistes, va vers une sorte de développement du secteur tertiaire, des intermédiaires, bien évidemment, de la prestation de services, donc de la finance, bien évidemment. Bon, peu importe, il y a une sorte de... Ici, on pourrait dire de simplification, en quelque sorte, sur le sens de cette œuvre. Par contre, ce qui est très habilement joué, c'est le fait que l'artiste, au fond, ne fait quasiment rien. Il met quelque chose à feu, il allume un feu quelque part, et il attend. Et il attend, mais il a prévenu quelques journalistes qui viennent, qui prennent des photos. Immédiatement, la police arrive, il se laisse toujours faire, vous avez vu, il ne se débat pas. Et donc, il se livre à la puissance publique. Et c'est à la puissance publique, après, de traiter avec lui. Il ne répond pas dans les interrogatoires, il ne souhaite pas parler avec des représentants de l'État et de la puissance, donc il crée une forme d'embarras. Et finalement, cet embarras est très payant. Donc vous voyez, on peut dire que c'est une œuvre qui est forte sur le plan de la communication, qui exploite avec une très grande intelligence, il faut quand même le dire, deux choses, la recherche de scoop de la part de la plupart des médias d'une part, et d'autre part, les réseaux sociaux, qui vont très vite relayer cette action et qui vont faire qu'elle circule infiniment. Voilà, et c'est ce que certains retrouvent aussi, alors à tort ou à raison, chacun son point de vue là-dessus, dans cette dernière action de Piotr Pawlenski, comme la chercheuse Anna-Colline Lebedev, qui parle d'une performance qui commence avec l'arrivée de la police et qui continue aussi par la suite et qui intègre nos réactions qui font partie de la performance. C'est ce que surligne aussi Daniel Schneiderman dans Libération, qui parle d'une fresque artistique qui englobe les épisodes de la réaction et on le voit encore aujourd'hui. On va quitter cette action de Piotr Pawlenski pour ouvrir un peu sur ce mouvement qui mêle art et politique, l'artivisme, un art sans limite. On en parle avec notre invité, l'historien et critique d'art Paul Ardenne.
jusqu'à 13h30. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Et dans le nouveau numéro de la revue Inter, auquel vous contribuez, Paul Arden, et qui traite des différentes formes de l'art actuel, cette revue, vous vous arrêtez sur la performance et le parcours d'un autre artiste, d'un Français, Abraham Poincheval, qui s'est enfermé, lui, dans une boîte au Palais de Tokyo pour y couver des œufs jusqu'à éclosion. Un œuf. Non, il y en avait plusieurs. Non, il y a un poussin en tout cas qui est né, excusez-moi. Ah oui, il y en a au moins qui est né, c'était bien. On a pris le plus grand soin, parce que les représentants des amis des animaux qui ont tout à fait raison, ont dit, c'est très bien de faire ça, mais vous faites quoi de l'animal après ? Donc, il a été pris en charge. Voilà, alors avant, c'était dans une pierre qu'il s'était enfermé. Oui. Il avait aussi réalisé une performance assez exceptionnelle en plein ciel. Et en repartant de lui, on peut essayer de cerner les contours de ce qu'on appelle en art la performance. Parce que là, c'est bien à chaque fois son corps à lui qu'il engage l'artiste. Et je fais juste une parenthèse pour dire que ce n'est pas le cas dans cette dernière action de Piotr Pawlenski, qui n'engage pas son corps, mais une plateforme comme support de sa dénonciation. Là, donc, avec Abraham Poincheval, il y a le corps de l'artiste. Et puis, il y a cette dimension que vous surlignez souvent du jeu et peut-être aussi celle de l'exploit, voire de l'épreuve. Ce sont ça les conditions, l'état de la performance, Paul Arden ? Oui, c'est souvent l'état des performances auxquelles on s'intéresse le plus. Mais pas toujours. Il y a des performances extrêmement simples. Je me souviens voir dans une grande manifestation artistique, une artiste américaine, Nan Hoover, immobile, tout le monde attend, elle traverse juste l'espace dans un sens, elle le traverse dans l'autre. L'affaire s'arrête là, la performance est faite. Alors, c'est vrai qu'il y a des performances plus spectaculaires et on s'y attache notamment quand, d'une part, leur signification cadre avec un problème sociétal, on va dire, donc, et d'autre part, quand l'artiste engage son propre corps, souvent avec une grande intensité. Par exemple, on parle beaucoup d'hommes, ici on peut parler de femmes, le mouvement féminin, ou l'art au féminin, pour pas dire l'art féministe, c'est pas toujours la même chose, est très très marqué par l'adoption de la performance comme pratique d'art. Pourquoi d'ailleurs souvent? Pour une raison assez simple, dans les années 50-60, c'est que les femmes se voient refuser les lieux d'art. L'art, au fond, est toujours validé comme une forme d'héroïsme, de virilisme d'une certaine façon. Et le mouvement féministe, ou de l'art au féminin, va utiliser la performance. Et souvent, avec des actions intenses qui mettent le corps dans une situation souvent difficile. Exemple, Gina Panet, par exemple, grande artiste française, en 1970, donc à Bruges, fait une action qui s'appelle l'action-jeu, parler du jeu, le jeu-moi, l'action-jeu, vous imaginez une façade, en hauteur, le long d'une fenêtre, elle se tient comme ça, debout le long de la fenêtre, elle pourrait tomber et se tuer, et tout simplement pour, dit-elle, se maintenir à la lisière du privé et du public. Vous voyez, très curieusement, les gens dans la rue la regardent avec effroi, bien évidemment, en disant elle peut tomber, mais en même temps, ils regardent ce qu'il se passe à l'intérieur, dans l'appartement, dont elle occupe une des fenêtres, si vous voulez, par sa stature debout. Et à l'intérieur, pareillement, les gens la regardent en regardant l'extérieur. Donc voilà, par exemple, un exemple de performance signifiant, puisque l'artiste ici vous exprime quelque chose. L'intériorité qui est la sienne, l'extériorité qui est la sienne, c'est toujours cette balance entre le privé et le public, et il le fait en exposant son propre corps. Voilà, en jouant aussi, comme souvent, avec cette frontière privé-public. Oui, et puis illicite. Voilà. Par exemple, quand on voit, on parlait d'éclairage, par exemple, de Pawlenski tout à l'heure, le feu, beaucoup d'artistes ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Le feu, on pourrait dire, accompagne l'histoire de la performance. 1970, à Berkeley, dans les jardins du campus, Terry Fox, pour critiquer la guerre du Vietnam, sort donc dans ce jardin avec un lance-flamme et il commence à brûler les palissades, etc., jusqu'à ce que, évidemment, la police intervienne. On va écouter les mots d'un artiste allemand, une figure aussi souvent rattachée à ce mouvement de l'artivisme ou de la performance, c'est Joseph Beuys.
Voilà la problématique de l'art. Par l'art, quelque chose est apporté à l'homme qui le rend capable de vivre dans la dimension physique de la vie. Cela le fortifie aussi dans le cas où il choisit plus tard de devenir un physicien et qu'il doit penser de façon tout à fait rationnelle. Il pourra mieux penser de façon rationnelle s'il est nourri d'art. J'essaye ici de décrire l'art comme une substance de nutrition dont l'homme a besoin pour ses activités. Il faut développer des modèles pour cela. Voilà ce qui est important. Voilà, ça c'est Joseph Beuys en 1970 nous expliquant pourquoi nous avons besoin d'art, Paul Arden, parce que c'est quand même une affaire sérieuse, tout ça. Là, on raconte des formes plutôt contestataires. C'est Tristan Tzara qui disait l'artiste moderne ne peint plus, il proteste. Dans quel champ cet activisme... Oui, ce qui est faux d'ailleurs, hein, c'est un point de vue. Hein, mais... C'est un point de vue, bon, oui, en tout cas sur cet activisme... Il peut faire aussi beaucoup d'autres choses. Dans quel champ cet activisme artistique, selon vous, peut-il être utile ? Alors, c'est une donnée importante. Ça prend même corps à travers une des dénominations de l'art contemporain. Vous savez que l'art contemporain, c'est un très très vaste champ. C'est le champ culturel sans doute le plus élargi qui existe par rapport à la littérature, hein, bon texte ou le cinéma, audiovisuel par exemple. L'art contemporain, c'est énormément de choses. Ça part de quelqu'un qui dessine au crayon jusqu'à quelqu'un qui fait des actions comme ça, ou voilà, quelqu'un qui organise des entreprises avec une finalité particulière. Donc c'est un champ très, très, très ouvert. Donc, ce qui s'est créé dans les années, on va dire, 70-80, dans ce champ-là, c'est un concept, ce qu'on a appelé l'art utile, le useful art, c'est-à-dire des artistes qui considéraient que dorénavant, leur œuvre d'art, tout ce qu'ils créaient devait avoir une fonction utile. Alors, utile en termes soit de communication, communiquer quelque chose pour aller dans le sens d'une contestation, par exemple, ou bien utile carrément au niveau de l'objet. C'est-à-dire l'objet d'art devait avoir une utilité. Quand vous prenez certaines créations des artistes, de deux artistes argentins et anglais qui travaillent en France, qui sont Jorge et Lucy Horta, toutes leurs œuvres qui relèvent ce qu'ils appellent le design d'urgence, sont des œuvres qui sont à la fois des sculptures, par exemple, mais ces sculptures peuvent être utilisées. Elles peuvent être utilisées, par exemple, s'ils travaillent sur le problème de l'eau. L'eau qui est un très grand problème, évidemment, au niveau écologique aujourd'hui, hein, l'eau qui détermine une géographie de la puissance, notamment, qui en a, qui n'en a pas, qui en aura demain et qui n'en aura pas, eh bien, ils produisent, par exemple, des unités de filtration, des bateaux de transport, des systèmes de transport, qui sont à la fois des sculptures, mais qui sont utiles. Donc, c'est une manière de procéder, mais parmi d'autres, hein, j'y insiste. Pour certains, encore, Piotr Pawlenski, en voulant ou prétextant dénoncer la corruption des politiques, a donné une leçon de morale réactionnaire et il a inversé les valeurs historiques de la performance. L'artivisme, est-ce qu'il est forcément de gauche et est-ce qu'il est forcément progressiste ? Bon, c'est difficile à dire. Si on prend par exemple le mouvement des Gilets jaunes, vous avez eu des artistes Gilets jaunes qui se sont activés dans les manifestations, voilà, pour critiquer la violence policière, pour critiquer tout ce qui a pu être critiqué donc, dans ce mouvement. Comment dire s'ils sont de gauche ou de droite, si vous voulez ? Bon, il est vrai qu'il y a souvent une dimension contestataire qui fait qu'on définirait cet art-là plutôt comme anti-autoritaire, plutôt qu'être de gauche ou de droite. Bon, de même qu'il y a un anarchisme de gauche, il y a un anarchisme de droite. Bon, le cas de Pawlenski est intéressant. Croyant représenter un anarchisme de gauche, il représente plutôt un anarchisme de droite. Hein, mais c'est pas forcément une critique. C'est quoi ? C'est l'individu solitaire, c'est Max Stirner, l'unique, sa propriété, moi seul, l'État ne peut pas agir sur moi, etc., etc. Et puis, voilà, c'est la question de la morale aussi. L'artiste qui prend une position morale. C'est pour ça que j'avais parlé du prince Mychkine. Bon, au fond, oui, très bien, il a le droit de prendre une position morale. Mais est-ce qu'au nom de cette position morale, il a le droit de détruire des individus ? Détruire des individus devient immoral d'une certaine façon. Voilà pourquoi c'est très complexe de définir une couleur politique à ce mouvement de l'artivisme. Merci beaucoup à vous, Paul Arden. De la même manière, il n'y a pas une, mais des esthétiques de la limite dépassée, pour reprendre le sous-titre de l'une de vos ouvrages à vous de 2006.
Justice extrême, c'est un livre. Merci Paul Ardenne et merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. Oriane Delacroix, Bruno Barada et Henri Leblanc à la programmation, préparation, Laura Dutèche-Pérez avec Philomène Vuillard et Marceau Vassy. À la réalisation, c'était Éric Lancien, aujourd'hui avec aux manettes Élise Le. Je vous indique juste un rendez-vous, France Culture, c'est notre forum de samedi 2020, la société face au conflit. Ce sera entre 10h et 17h30 dans le Grand Amphi de la Sorbonne à Paris. 4 tables rondes et un dialogue de clôture que j'aurai le plaisir d'animer. Une coproduction France Culture Université Paris-Sorbonne. Rendez-vous sur le site de la maison de la radio.fr si vous voulez en savoir plus, vous inscrire pour nous rejoindre.